Afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad. Afuera. Afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad. Afuera. Afuera. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue aux Trois Afuera. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui, évidemment, est un peu intemporel. On reçoit Emmanuelle B-Fouribert pour la deuxième fois. On la remercie d'ailleurs pour se prêter encore à l'exercice. Tout d'abord, le Canada aime se raconter qu'il protège son système de santé. Mais en pratique, il protège surtout la lenteur, la pénurie et l'immobilisme. Donc, faute d'incitation, le Canada, le Québec freine l'innovation en santé, autant dans les technologies médicales que dans l'accès aux nouveaux médicaments. Donc, on parle d'un système qui prétend être universel, mais qui force des patients à entendre ou aller se faire traiter ailleurs. Le vrai problème n'est pas juste financier, le problème est structurel. Les incitations du système récompensent l'inaction et punissent l'innovation. Donc, peut-être de voir en profondeur avec notre grande chercheuse et on commence à être pas mal le podcast non officiel de l'IADM au même titre que non officiel de la Fédération des contribuables du Canada. Donc, officieusement, nous introduisons notre invité pour une deuxième fois. On vous remercie beaucoup ce soir pour cet exercice. Donc, on parlait d'un papier, justement, que j'essaye d'avoir et que je n'ai plus parce que c'est le dernier onglet qui me manquait. Donc, à un moment donné, on va pouvoir me l'envoyer de côté. Parce que voilà, c'est ça, j'ai fait un clean dans mes historiques, je m'en excuse. Donc, voilà, pour une deuxième fois, on n'a peut-être pas un système qui adopte vite ce qui fonctionne. On a un système qui retarde tout ce qu'il ne contrôle pas parfaitement. Donc, à mon sens, le monopole public ne crée pas automatiquement l'intérêt du patient, mais plutôt souvent, on crée l'intérêt de la machine. Qu'est-ce que tu penses de ton côté, Emmanuelle? Oui, effectivement. Donc, particulièrement pour les innovations médicales technologiques, ce qu'on voit, c'est que le Canada est excellent quand il est question de recherche. On a des très bons scientifiques, des bons médecins qui peuvent développer des innovations. On est excellent là-dedans. On est même des leaders. Mais quand il est question de les adopter et de les déployer dans notre système de santé, là, ça devient beaucoup plus difficile parce que justement, la machine bureaucratique est tellement compliquée et il y a beaucoup d'aversion au risque dans ce système-là, ce qui fait en sorte qu'on a bien des retards, effectivement. Mais écoute, je suis content de t'entendre ça parce que je voulais traiter ça parce que tu as publié une note récemment justement sur les barrières à l'incitation technologique en santé, puis tu avais publié aussi une note plus en janvier sur les barrières pour l'accès aux médicaments. Puis c'est pas une critique de nos chercheurs. Puis c'est simple, tu peux partager le lien que je t'ai envoyé. C'est une nouvelle qui a été publiée il y a à peu près un mois sur le CHU de Sainte-Justine, qui est une première mondiale que Sam ne partage pas la nouvelle, mais c'est pas grave. En fait, c'est un chercheur... Les pitons ont changé dans Restream, donc j'ai une façon de partager. Voilà. C'est ça, je voulais juste partager ça. C'est un chercheur justement au CHU de Sainte-Justine, c'est ça qui a développé une première mondiale, donc qui est une cure contre je sais pas c'est quoi en français, là, mais la chronic granulomatous disease. Fait qu'en fait, c'est ça en fait, je n'ai déjà parlé dans un podcast précédent de CRISPR, c'est ce qu'il était capable de faire, c'est d'aller chercher certaines cellules du patient qui est atteint, les extraire et les modifier en laboratoire et de réinsérer. Donc ça, c'est quelque chose qui est super avancé, super technologique, parce que justement, ça peut pas être un rejet de greffe, parce que c'est les propres cellules du patient. Fait que je trouve ça cool, parce que ça me dit, même si on est très, très critique, puis à raison de notre système de santé, c'est aucunement une critique des chercheurs ou des gens qui sont dans le système. Fait que je voulais être sûr juste qu'on mette ça clair dès le début. Absolument, absolument. C'est vraiment ça, c'est un très bon exemple d'innovation. Mais après ça, entre le temps où ça, c'est l'innovation, où il y a eu la découverte et le moment où ça va être accessible pour le patient, c'est ça qui est critique et c'est ça qui est extrêmement lent. Il y a des bonnes chances que cette innovation-là, cette découverte-là soit accessible à des gens aux États-Unis, en Europe, bien avant qu'elle soit disponible chez nous pour tous les patients. Je parle au-delà d'un projet pilote, là. Parce que Sam, tu partageais encore la nouvelle
que le lien que je viens de t'envoyer. Parce que c'est ça qui est à risque. Puis ça fait 2 ou 3 fois que je vois ce genre de lettre ouverte-là dans nos médias. Donc, c'est une femme qui est prise avec un cancer et, je veux dire, les délais du système l'empêchent d'être traitée, tout simplement. Donc, parce qu'on n'est pas capable d'avoir accès, on n'est pas capable d'avoir des technologies, on n'est pas capable d'avoir les bons médicaments. Je veux dire, il y a des vraies personnes qui souffrent de ça. Donc, ça, c'est important de parler justement des innovations dans le système de santé, puis qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour justement, genre, mieux soigner nos personnes. Mais ça, j'aimerais ça un peu que tu parles un peu plus en détail. Donc, qu'est-ce qui sont les barrières principalement là, qui empêchent l'innovation technologique? Le fait que le système soit extrêmement centralisé, très hiérarchisé, extrêmement bureaucratique, ça fait que on parle vraiment d'une structure d'incitation qui n'encourage pas le déploiement. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on a une aversion au risque. Puis ça a plusieurs échelles. Au départ, il y a tout simplement au niveau des décideurs politiques. On peut s'imaginer que s'il y a une nouvelle technologie, et on s'entend que plus la technologie avance, plus ces innovations-là coûtent cher à mettre en place et à déployer. Et donc, ce qu'on voit, c'est que pour un politicien, par exemple, pour un ministre, ou dans le fond, les gens qui prennent des décisions au niveau provincial ou très en amont, il y a un risque, le coût associé à déployer une nouvelle technologie est très élevé et se fait ressentir de façon immédiate. Comparativement, les bénéfices de cette technologie-là se font sentir par les patients principalement et en fond à compte-gouttes parce qu'ils vont recevoir ça va être, les bénéfices sont distribués à travers plein de patients à travers le temps. Donc, les risques pour le décideur sont très présents, peut se faire critiquer pour ne pas respecter les budgets et tout. Et les bénéfices pour le décideur sont presque inexistants. Et donc, la stratégie dominante, essentiellement, c'est de tout simplement décider, on va laisser ça à la prochaine personne. On va laisser la prochaine personne s'occuper de ça. Pendant ce temps-là, ici, on va garder le status quo. Donc, il y a ce niveau-là. Il y a aussi un niveau similaire au niveau de l'administration des hôpitaux. Tout simplement, il ne faut pas oublier que dans la majorité du Canada, les budgets des hôpitaux se font par enveloppe budgétaire annuelle et donc ce sont des budgets annuels qui sont déterminés en fonction des besoins de l'année précédente et des projections de l'année qui s'en vient. Donc, ça fait que ce budget-là qui est fixe fait en sorte que chaque patient qui entre dans les portes d'un hôpital représente un coût additionnel pour l'hôpital et qui doit faire avec son budget qui est fixe. Donc, ça fait en sorte que adopter une nouvelle technologie au niveau de l'hôpital, ça devient compliqué parce qu'il n'y a pas d'incitation à augmenter le volume de patients. Et aussi, il ne faut pas oublier que puisqu'on a une demande grandissante de soins avec la population qui grandit et qui vieillit, ça fait en sorte que la grande majorité du budget, et des fois même on a des dépassements, qui est consacré aux soins directs. Donc, il y a très peu de place au niveau financier selon les budgets pour adopter l'innovation, mais aussi il y a peu d'incitation à aller déployer cette innovation-là parce que c'est pas rentable. Donc, ça devient très difficile. Donc, c'est vraiment sur plusieurs niveaux. Ça, c'est sans parler aussi des fameuses enveloppes budgétaires qui sont séparées en fonction de ça va aux soins, ça va au niveau administratif, ça va à l'achat de mobilier. On a tous déjà entendu, environ milieu 2000, 2010 de mémoire, des histoires d'achat de chaises qui restent dans des containers et d'autres trucs du genre. On a tout un exemple au moins qui nous vient en tête. Ben, c'est un effet pervers du mode de financement qui, de mémoire, là, que moi je me trompe, je me souviens plus si ça passait, mais je crois que l'ex-ministre Dubé voulait le faire passer, justement, que ça passe à l'acte. Là. Je pense que ça n'a pas passé l'automne dernier, là, de mémoire. Là. J'ai un blanc, il y a eu des changements dans la loi. Là. Donc, il y a des changements. En fait, au Québec particulièrement, on a une certaine proportion des soins qui sont financés à l'acte. Donc, effectivement, ça a changé. Et il y a une proportion grandissante et graduelle qui fait en sorte qu'il y a une partie qui est financée à l'acte. Mais visiblement, ça semble être pas assez pour rendre ça intéressant pour les hôpitaux en ce moment. Je voulais juste en revenir, parce que tu parlais que les décideurs sont très à risque quand justement ils vont approuver des nouvelles technologies ou des nouveaux médicaments. Mais c'est aussi genre les fonctionnaires, ceux qui vont approuver, mettons, un médicament ou une
technique ou une thérapie. Parce que si tu approuves un médicament et qu'il y a un effet secondaire chez une personne qui en meurt ou qui a une maladie grave, c'est toi qui es responsable. Mais les 50, 100, 200 personnes qui sont sauvées grâce à cette thérapie-là, tu ne les vois pas. Fait qu'il n'y a aucun bénéfice, absolument aucun bénéfice à être premier sur les technologies. Puis je pense que Vincent en parlait aussi quand il parlait de Vincent Geloso, quand il parlait de la vaccination, de genre que les gens pourraient payer justement pour avoir le vaccin à l'avance. Fait que, c'est des trucs de même qu'on pourrait beaucoup plus innover, mais genre, le gouvernement ne nous laisse pas faire. Dans l'article que tu parlais, que tu as écrit sur l'innovation technologique en santé, tu parlais un peu de la protonthérapie. Je suis pas trop familier, c'est quoi exactement, mais peux-tu nous en parler un peu, puis aussi pourquoi le Canada se démarque ou se démarque pas au sujet de la protonthérapie? Oui, donc dans le fond, la protonthérapie, c'est un type de radiologie qui est utilisé dans les cas de cancer pour traiter certains types de tumeurs très résistantes aux autres types de traitements. Et dans le fond, la protonthérapie, elle est utilisée dans des cas où les autres traitements ne sont pas efficaces du tout. Donc, ce qu'on constate, c'est quand un patient est rendu à avoir besoin de protonthérapie, c'est qu'il n'y a pas vraiment de traitement qui est substituable. Et le Canada, c'est le seul pays du G7 qui n'a pas de clinique ouverte qui peut traiter des patients avec la protonthérapie. Ce qui fait en sorte qu'on n'a pas le choix que d'envoyer nos patients à l'étranger, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Pour donner une petite comparaison, aux États-Unis, ils ont 40 centres de protonthérapie. Et entre 2018 et 2024, l'Ontario a envoyé 143 patients aux États-Unis ou ailleurs pour être traités en protonthérapie. Donc, on voit qu'au Canada, on est extrêmement en arrière. Puis aussi, il ne faut pas oublier que la protonthérapie, sous sa première forme, donc bien sûr, elle a évolué depuis, elle a été utilisée pour la première fois en 1954. Donc là, on ne parle pas d'une innovation qui vient juste, qui date de 2024 puis qu'on est en retard. Non, on parle de quelque chose qui a commencé en 1954. La version moderne a été approuvée en 2015 et on n'a toujours pas de centre dans le Canada. OK. Je pense que tu mentionnais aussi dans l'article, je pense que ça avait été proposé au Québec en 2018. Oui, effectivement. Donc, en 2018, il y a une proposition pour avoir une clinique de protonthérapie au Québec sous un partenariat public-privé, donc un PPP. Mais, entre-temps, il y a eu un changement de gouvernement et aussi, il y avait beaucoup d'opposition du côté des gens qui voulaient que la protonthérapie reste entièrement au niveau public. Et donc, au final, le résultat, c'est que 8 ans plus tard, on n'a toujours pas de clinique ni au Québec, ni ailleurs dans le Canada. Mais par contre, il y a un projet en ce moment potentiel d'une clinique qui devrait ouvrir en Alberta, mais en ce moment, elle n'est pas encore ouverte. Puis en 2018, si je ne me trompe pas, c'est l'élection de la CAQ. Donc, un parti qui s'était présenté aux élections sous la promesse d'avoir plus de privés en santé. Je trouve ça quand même un peu bizarre que c'est eux qui l'aient bloqué. Mais bon. C'est pas nécessairement je peux pas dire que c'est nécessairement eux qui l'ont bloqué, mais entre le changement de gouvernement, il y a eu d'autres priorités. Faut pas oublier que la protonthérapie, ce sont des installations qui coûtent extrêmement cher. C'est pas pour rien qu'on en a pas. Je dis pas qu'on ne devrait pas en avoir, mais c'est justement la protonthérapie à court terme. Pour les décideurs politiques, ça semble être plus avantageux de tout simplement, à compte-gouttes, envoyer les patients ailleurs que d'investir dans les 9 chiffres pour pouvoir installer un centre de protonthérapie. Mais bien sûr, à long terme, ce serait mieux d'en avoir un. Dans le contexte où il peut y avoir des dépassements de coûts, notamment, là, j'ai souligné en surbrillance 80 000 $ par patient, donc d'en envoyer ailleurs. Vous avez vu d'ailleurs le graphique que j'ai fait défiler, là, donc un nombre de systèmes de chirurgie robotisés par million. Quand même assez important. C'est un article assez intéressant d'ailleurs que j'ai dégusté. Donc, faute d'incitation, l'adoption et le déploiement de nouvelles technologies de santé sont limités au Canada. Donc, évidemment, il y a des retombées qui pourraient être assez intéressantes si on faisait de la santé, c'est important notre culture locale, mais notre santé locale, on s'entend que plutôt qu'envoyer, je sais pas moi, en Idaho ou en Californie, des patients avec une somme quand même, somme toute importante, et que ce soit le Canada qui défraie par la suite, il y a des économies d'échelle qui pourraient être assez intéressantes là, par ailleurs. En effet, éventuellement, mais aussi un autre détail, c'est qu'essentiellement, il n'y a aucune province qui veut être celle qui va défrayer justement les frais d'installer ce centre-là,
qui va bénéficier pas juste aux patients de cette province-là, mais aux patients des autres provinces. Donc, il y a aussi ce jeu-là politique et stratégique qui fait en sorte que c'est difficile de prendre la décision de déployer un centre ou des centres. Puis un autre aspect intéressant de la note économique que tu as publiée, c'est tout ce qui est chirurgie robotisée. Ironiquement, ce qui est considéré comme la première chirurgie robotisée a été développé au Canada à Vancouver en 1983. Et malgré ça, alors que en théorie, on était des pionniers à cette époque-là, on devrait être encore aujourd'hui, en théorie, un pionnier. Au niveau de l'adoption réelle, factuelle dans les hôpitaux, c'est pas le cas, malheureusement. Effectivement, pour titre de comparaison, si on regarde les systèmes de robotisés Da Vinci, on parle de Da Vinci parce que c'est la marque, c'est la compagnie qui est la plus répandue à travers le monde et souvent, dans la littérature, c'est les systèmes robotisés de la marque Da Vinci qui sont utilisés pour faire des comparaisons parce que c'est ça ça domine énormément le marché. Donc, pour donner une idée, en 2025, il y avait seulement 39 centres au Canada qui possédaient des systèmes Da Vinci. Pour donner une comparaison, en Allemagne, qui est aussi un système de santé universelle, ils en avaient plus de 200 en utilisation. Et aux États-Unis, on parle de 2000 sites qui en ont, avec plus de 5500 systèmes. Donc, ça montre qu'on est vraiment en arrière. Et la majorité des centres, des systèmes Da Vinci qui ont été mis en place au Canada, ils ont été financés pas par les fonds des gouvernements, mais par la philanthropie. J'essayais de trouver le robot Da Vinci qui avait coupé la pelure d'un raisin, mais je l'ai pas trouvé. J'avais trouvé ça sensationnel. Je veux dire, moi, je suis pas quelqu'un issu des technologies ou d'informatique, peu importe de la sorte. Moi, je trouve ça, j'ai des clients qui font dans le domaine de la robotique, c'est complètement sensationnel. Mais afin de déployer les ailes de nos cerveaux, on s'entend, on a des cerveaux extraordinaires. Dans la plupart de nos universités, là, c'est pas seulement dans les sciences naturelles, dans les sciences et technologies, on a des gens extraordinaires qui s'en vont ailleurs parce que, un peu comme pour paraphraser Jean-Luc Mongrain dans un de ses nombreux envolées lyriques, disait que il parlait des médecins à ce moment-là, il disait que les médecins ici ont la capacité de conduire, comme par exemple un Boeing 745, et au final, on leur donne des Cessna. Donc, c'est probablement l'image la plus frappante, et c'est d'autant plus vrai ici. Malgré tout, je veux dire, au CHU, c'est-à-dire au Centre universitaire hospitalier de l'Université de Sherbrooke, le CHUS, on a des technologies de pointe en matière de chirurgie laser extraordinaire. Je veux dire, on n'est pas à perte de technologie, mais on devrait peut-être faire mieux. Non, c'est ça, je pense. Ben, vas-y. Mais effectivement, donc on a des endroits où on a la fine pointe de la technologie. Tout à fait. On ne parle pas ici de... On n'est pas dans... on est quand même au Canada, donc on a quand même de la bonne technologie. Mais ça reste que au niveau statistiquement parlant, comparé à d'autres pays, on est vraiment en arrière. Mais c'est ça que le fait aussi que nos hôpitaux, nos budgets de la santé ont des budgets fixes. Fait que je pense qu'ils ne voient pas l'avantage non plus à long terme d'investir dans une technologie qui pourrait leur sauver énormément d'argent, mais dans le futur. Je vais partager une histoire personnelle, puis une technologie que je connais, qui est en innovation et en test aux États-Unis. Il y a quelques années, ma conjointe a été diagnostiquée. C'est pas vraiment, j'ai jamais ça à considérer ça comme un cancer, c'est un pré-cancer, mais c'est un cancer, c'est un stade 0, un pré-cancer du sein. Donc, juste les délais ont été inacceptables à mon avis. Là. Bon, ça, c'est une autre question. Là. Bon, ça rajoute énormément de stress. Mais bon, tu sais, finalement, quand on est rendu à l'opération, on m'amène ma conjointe, on fait l'opération, il enlève la masse, ils prennent des marges parce qu'ils veulent savoir justement si les cellules atypiques se sont répandues ailleurs dans le tissu. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des tissus, ils les envoient au laboratoire, ils les analysent, ça, c'est des coûts supplémentaires. Et, surprise, ils n'ont pas enlevé assez de masse, donc ils sont obligés de faire revenir ma conjointe 3-4 mois plus tard pour refaire une opération, pour refaire des tests. Donc, ça, c'est des coûts supplémentaires pour notre système de santé. Je veux dire, c'est 2 opérations, c'est 2 journées d'opération pour les infirmières, les médecins, c'est d'autres tests.
Puis, il y a une technologie qui est en train d'être développée aux États-Unis, puis je ne sais pas si on va voir ça un jour de mon vivant au Canada, ça s'appelle le MS Pen. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Donc, le MS Pen, le pen, c'est pour crayon, bien sûr, puis le MS, c'est pour mass spectrometry, donc c'est la spectrométrie de masse. En fait, ce que ça fait, là, grosso modo, la spectrométrie de masse, qu'est-ce que ça fait? C'est une technologie qui est utilisée en laboratoire pour identifier des composés chimiques. Tu prends une molécule, tu l'envoies dans la spectrométrie de masse, tu la fais exploser, ça te donne un pattern, tu es capable d'avoir c'est quoi la molécule avec les bases de données. Fait eux, ce qu'ils ont développé, c'est un crayon. Puis pendant que tu fais l'opération, tu prends l'espèce de crayon, tu peux le mettre, il va déposer des micro-gouttelettes d'eau, aspirer les métabolites, les lipides, dans la spectrométrie de masse immédiatement. Ça prend 15 secondes, puis tu sais si tu as des cellules cancéreuses, donc il faut que tu continues. Ou si tu es correct. Fait que ça, c'est une technologie là, qui pourrait sauver des millions et des millions et du temps en quantité industrielle, juste d'être capable d'identifier sur place au lieu de faire des tests, puis d'attendre, puis de faire revenir. Fait que ces technologies, elles existent, c'est juste que je pense qu'on est un peu trop frileux à l'adoption de ces technologies-là. Effectivement, mais j'espère bien que ça va être déployé rapidement, ou du moins le plus rapidement possible au Canada. Mais tu parlais ça aussi... coûte plus cher qu'un crayon Bic, par exemple. C'est sûr que... Oui, c'est sûr que ça coûte plus cher. Mais tu parlais aussi que beaucoup de protothérapie ou de robots qui ont été achetés soit au Canada ou soit aux États-Unis avec la philanthropie. La philanthropie, puis je ne sais pas si Sam, tu peux partager le lien que j'ai envoyé, mais ça puis je suis entièrement d'accord, je trouve que c'est merveilleux la philanthropie en médecine puis en santé. Je trouve ça quand même assez irréel qu'au Canada, au Québec, avec les dizaines et des dizaines de milliards qu'on met en santé, on a encore besoin de la philanthropie juste pour acheter de la technologie de pointe. Je ne sais pas si tu avais plus à ajouter sur la philanthropie au Québec et au Canada. Oui, en fait, c'est un point intéressant qu'on m'a partagé récemment, c'était qu'il y avait beaucoup de personnes aisées à Montréal qui avaient décidé de se mettre ensemble pour acheter une nouvelle machine technologique pour un hôpital. Je ne peux pas me dire quel hôpital c'était, malheureusement. Mais dans le fond, ils ont dit, parfait, on a rassemblé l'argent. Ils ont offert cette technologie-là à l'hôpital et l'hôpital a répondu, merci, mais on ne peut pas accepter tout simplement parce qu'on n'a pas les moyens de l'opérer après. On n'a pas les moyens de la faire fonctionner. Ils n'avaient pas la main-d'œuvre et ils n'avaient pas juste les ressources pour l'utiliser. Exact. Donc, ça reste, même avec la philanthropie, il y a d'autres barrières justement parce qu'on a des problèmes et que le financement est trop fixe. Tu sais, puis dans Port-Neuf, à l'époque que j'étais conseiller municipal à Saint-Marc-Carrière, on avait vécu un petit peu la même chose pour l'hôpital régional de Saint-Raymond. On voulait s'équiper d'un TACO parce que c'est vraiment problématique. Les gens qui vivent à Saint-Ubalde devaient se rendre à Québec. C'est 1 heure de route. Okay? Pour avoir accès à un TACO qui est aujourd'hui, dans les normes médicales actuelles, un instrument relativement de base. On n'est plus des années 90. Là. Ben, pour être capable de l'avoir, le TACO, il a fallu que la méchante compagnie américaine Alcoa finance la moitié du coût d'achat. Ils vont dire, ben là, tu sais, sauve en impôts. Il y a toujours quelque chose, lorsqu'un riche va donner, il y a toujours une présupposition que le volontarisme ou la philanthropie a quelque chose à cacher. Donc, forcément, il n'y a aucune générosité d'un particulier qui ne semble pas promettre de la gratuité ou du moins de la bonne volonté ou de la bienfaisance. Non, il y a toujours une intention derrière. Mais lorsqu'on se dit l'hôpital se moque de la charité, lorsque c'est le monopole public qui domine, au final, on vient, j'allais dire, verrouiller cet effort-là de la plupart des citoyens à donner, puisque, comme je l'ai déjà dit, l'État a le monopole de la générosité des autres. Bien dit. Fait que c'est ça qui est ça. Dans un autre contexte, juste pour rappeler ici, au final, il y a beaucoup de mécanismes dans les technologies de la santé qui verrouillent. Encore là, j'ai pas de mots ce soir, j'ai peu de vocabulaire, vous m'en excuserez. Les budgets fixes, comme tu as dit tout à l'heure, la gestion bureaucratique, on aura juste à voir le ministère complet de la Santé,
c'est la maison des fous, là, tout le monde le sait. Peu ou pas de concurrence, peu d'autonomie locale, peu de récompense à l'innovation, gros coût politique, c'est ce qu'on a dit justement tout à l'heure, si un projet échoue, et presque aucun gain institutionnel clair sur un projet réussi. Donc, lorsqu'on parle à marteler que le monopole, qu'il soit privé ou public, verrouille un paquet de conditions à s'étendre ou du moins rendre plus optimal un système qui est opérant. Donc, oui, effectivement, il y a tellement de technologies, dans le fond, qui vont essentiellement mourir à l'étape du projet pilote. Parce que, essentiellement, il y a plein de technologies qui vont être essayées, mais après, prendre la décision de faire un projet pilote, oui, ça coûte un certain montant, et que ça réussisse ou pas, après ça, c'est un autre montant qui doit être dépensé après ça pour le déployer. Donc, des fois, ce qu'on va avoir, c'est justement, il va y avoir des promesses de projets pilotes, mais une fois que le projet pilote a eu lieu, on n'en entendra plus parler après ça au-delà de ce projet pilote-là et ça va mourir. Et donc, ça, c'est justement un autre obstacle. Si on fait un petit pivot pour quitter l'aspect technologique et aller plutôt sur l'aspect pharmacologique, on s'entend que la RAMQ qui rembourse le générique et qui force le générique, ça l'aide pas non plus à rentrer les nouveaux médicaments au Québec et au Canada. Effectivement. Donc, les génériques, ça c'est assez particulier. Il faut vous dire que ça aussi, c'est une question de propriété intellectuelle. Parce que dans le fond, c'est que l'innovation pharmaceutique, c'est extrêmement long, c'est extrêmement complexe, c'est extrêmement coûteux et extrêmement risqué. Donc, pour chaque une molécule qui va arriver sur le marché, il y en a des dizaines et des centaines d'autres qui auront échoué. Donc, quand on regarde les coûts que ça a pris pour mettre un point à un médicament, il faut aussi prendre en compte les coûts de tous les échecs. Donc, c'est entre 2000 et 2018, entre l'année 2000 et 2018 aux États-Unis, le coût a été estimé pour mettre au point un médicament. Ça a été estimé à 879,3 millions de dollars US si on inclut les échecs. Et donc, ça, c'est pour un seul médicament. Et donc, ce qui se passe, c'est que si les compagnies pharmaceutiques ne sont pas en mesure de rentrer dans leur argent d'une façon ou d'une autre, ça n'encourage pas à la création de nouvelles molécules. Et donc, on peut parler de Ozempic, oui, ou de l'insuline qui va rapporter beaucoup d'argent, mais pour chacune de ces molécules-là qui sont extrêmement rentables, il y en a tellement d'autres qui le sont beaucoup moins. Donc, il ne faut pas négliger que ça reste extrêmement coûteux et risqué. Donc, quand on a des processus, entre autres au niveau des prix, et que, par exemple, on a au Canada des pressions à la baisse pour les prix de façon continuelle, ça n'encourage pas à innover. Et bien sûr, les génériques, si les compagnies pharmaceutiques n'ont pas assez un grand laps de temps pour pouvoir profiter de l'exclusivité commerciale, ça veut dire que c'est une façon encore plus de réduire la profitabilité de la recherche et de l'innovation. Donc, si tu n'es pas capable de rentrer dans ton argent, tu n'innoves pas. Puis accessoirement, tu vas aussi augmenter le coût au moment, dans le laps de temps qui est réservé, ton coût par unité de médicament va augmenter aussi. Parce que si tu n'es pas capable d'aller sur la longévité, ben écoute, j'ai un laps de temps de 5 ans au lieu de 15 ans pour rentabiliser. Excuse-moi, mais ton coût va tripler. Ou je vais juste pas rentrer chez vous, ça coûte trop cher. Effectivement. Donc, il y a ce côté de négociation des prix-là et de l'exclusivité commerciale. Mais il y a aussi, donc, ce qui se passe, c'est que il y a d'énormes délais d'approbation. Donc, en général, il y a un délai de 730 jours en moyenne au Canada entre le moment où un médicament est approuvé par Santé Canada et le moment où il est couvert par les régimes d'assurance publique. Et donc, puis ça, le 730 jours, il se compare comment avec, mettons, les États-Unis ou d'autres pays européens? C'est-tu similaire ou on est beaucoup plus lent que les autres? Selon certaines sources, sur 20 pays de l'OCDE, on serait 19e. Genre avant-dernier. Donc, ça montre qu'on est très lent. Aussi, pour rentrer un peu plus là-dessus, donc, sur 250 médicaments qui ont été prouvés par la FDA,
donc le Food and Drug Administration aux États-Unis, l'équivalent en Europe, ou Santé en Canada entre 2018 et 2022, il y en a seulement 85 qui ont été vendus au Canada pendant cette même période, donc 34%. Ce qu'on voit, c'est que les délais augmentent. Et on a accès à ces médicaments-là de plus en plus lentement, essentiellement, parce qu'il y a beaucoup de barrières et d'obstacles, parce qu'il y a plusieurs couches d'approbation. Par exemple, il y a l'approbation de Santé Canada, après ça, il y a la négociation des prix, après ça, il y a les analyses de l'INES au Québec pour vérifier, déterminer si ça devrait être couvert par le régime public ou pas. Donc, tous ces délais-là s'ajoutent et font en sorte qu'on a accès à ces médicaments-là extrêmement lentement, quoi. Tu peux-tu, ce que je lisais ta note, puis je commençais à être un peu... la tête me tournait là, quand je commençais à voir qui parlait du conseil d'examen du prix des médicaments brevetés ou l'Alliance pharmaceutique pan-canadienne. Tu peux-tu un peu développer ça? C'est quoi ces organismes-là? Qu'est-ce qu'ils font? Puis c'est quoi leur impact justement sur l'approbation des médicaments? Oui, donc l'acronyme qu'on utilise pour ça, c'est le CEPMB. Donc, je vais dire la version courte, comme ça va être plus simple. Et donc, ce comité-là, il regarde les prix des médicaments dans les autres pays ou sinon des médicaments comparables. Mais donc, en se basant sur les prix dans d'autres pays, ils vont déterminer après ça un prix maximum auquel un médicament peut être vendu au Canada. Et ce qu'on constate, c'est que la liste du CEPMB a changé dans les dernières années. Avant, ça incluait plus de pays et aussi ça incluait, entre autres, la Suisse et les États-Unis. La Suisse et les États-Unis, ces deux cas particuliers-là sont intéressants parce que, dans le fond, eux avaient des prix qui étaient en moyenne plus élevés que le Canada. Et donc, dans la plus récente mise à jour, ce qui a été fait, c'est que la Suisse et les États-Unis ont été retirés de la liste. Et il y a d'autres pays qui ont été rajoutés, mais des pays qui avaient des prix en moyenne qui étaient plus faibles. Donc là, après ça, quand il vient le temps pour le CEPMB de déterminer un prix maximum, c'est sûr que si tu enlèves les deux pays qui ont les prix les plus élevés et que tu rajoutes des pays où les prix sont plus faibles, c'est sûr que là, après ça, le prix maximum que tu vas déterminer est plus faible aussi. Donc ça, c'est encore une autre couche qui vient restreindre la rentabilité d'un médicament au Canada et ce qui fait en sorte que quand il est temps de mettre sur le marché un nouveau médicament ou une nouvelle molécule, les compagnies pharmaceutiques vont prioriser la mise en marché dans les pays où ils peuvent rentrer dans leur argent le plus rapidement possible. Est-ce que je peux comprendre, excuse-moi Francis, est-ce que je peux comprendre, mettons, quand tu fais une moyenne, d'enlever le plus haut, ok, je suis correct, mais si tu fais ça, il faut que tu enlèves le plus bas aussi, et non pas juste enlever les plus hauts. Enlever les plus hauts pour en rajouter des plus bas. Ouais, c'est ça. Tu viens fausser l'échantillonnage, là, carrément. Oui, tout à fait. On parle beaucoup de l'innovation pharmaceutique, mais le même phénomène se retrouve aussi dans le cas des molécules qui sont déjà approuvées depuis longtemps. Et tous les changements bureaucratiques qu'il y a eu au fil des années ont généré énormément de back-order dans les pharmacies. La majorité de la job des pharmacies, présentement, quand ils arrivent à avoir un pharmacien sur place, ça c'est une autre discussion, c'est de gérer les BO, puis d'appeler la pharmacie voisine, puis l'autre pour essayer d'avoir des pilules. Puis finalement, écoute, je suis capable de, en rapiéçant avec le stock de 5 pharmacies, je suis capable de faire un stock pour 1 mois. Ouais, mais ma prescription, c'est 2 mois. On revient le mois prochain. Ça arrive, malheureusement. Tout à fait. Puis ça, dans le fond, c'est aussi une décision. Quand il est question de, après ça, rendre un médicament accessible au Canada, il y a aussi une question de quantité. C'est certainement, s'il y a une quantité qui est limitée, qui est produite, ils vont envoyer plus de quantité dans les pays où il peut y avoir plus de retour sur leur investissement. C'est certain. Et donc, ce qu'on voit aussi, c'est que avec les pharmacies et tout ça, on a un gros problème pour les délais. Là. Ce qu'on voit, c'est que... Excusez-moi, j'ai perdu mon train. J'ai perdu mon train. C'est correct. C'est l'avantage des podcasts. Tu as du temps. On te laisse le temps. Ça arrive avec mes clients tout le temps en télétravail. Les bloopers sont tout le temps là. Je veux dire, si on était dans une émission lichée avec
183 employés payés à même les contribuables. Peut-être qu'il n'y aurait probablement aucun bip. Puis de toute façon, il y a des aspects technologiques qui manquent. Mais Mais sans filet authentique dans la réflexion, c'est ce qu'on essaie de faire. exact, mais tu sais, je vais faire un petit follow-up, puis si ton idée te revient, gêne-toi pas pour m'interrompre. Oui. Tu sais, je l'ai passé brièvement tantôt par-dessus, mais il y a plusieurs compagnies. Parce que j'ai travaillé quelques années, moins longtemps que Serge, mais quand même quelques années dans le milieu médical. C'était une compagnie basée à Québec, qui appartenait à une compagnie américaine, qui faisait un produit qui n'était pas distribué au Canada, parce que par rapport à l'effort à mettre pour le faire rentrer au Canada versus le marché qu'on représente, ça valait pas la peine. Le coût était trop grand. Donc, on délaisse complètement le Canada, même si c'est produit au Canada, puis on le vend aux States, en Italie, au Japon, en Chine, mais non, pas au Canada. On aurait pu prendre l'équipement, le monter sa côte à l'Institut de cardiologie et pneumologie de Québec, puis non. Effectivement, puis ça vient de me redonner mon idée. Donc, ce qu'on voit, c'est que... Donc, justement, le fait qu'il y a autant de délais pour avoir accès aux médicaments, pour avoir l'assurance, pour avoir la couverture dans l'assurance publique, ça fait en sorte que si un médicament n'est pas couvert par l'assurance publique, potentiellement, on dit, ben, dans ce cas-là, peut-être que les patients pourraient tout simplement le couvrir eux-mêmes. Mais la réalité, c'est que une fois que tu n'as pas la couverture publique, parce qu'une bonne partie de la population est couverte par une assurance publique, et les assurances privées, généralement, vont avoir comme base l'assurance publique et vont avoir un additionnel. Mais si ces médicaments-là ne sont pas couverts, ça fait en sorte que le marché qui reste pour commercialiser ce médicament-là est très petit. Et donc, tout simplement, ils se disent, ça ne vaut pas la peine. Même si les patients pourraient peut-être vouloir le payer eux-mêmes, ils n'ont potentiellement même pas cette possibilité-là parce qu'il ne sera tout simplement pas disponible parce que le marché devient trop petit pour que ça soit rentable. Et aussi, un autre effet, c'est que justement, on parlait des laits, excusez-moi, c'est que justement, parce que vous parliez c'était tellement compliqué de commercialiser ici qu'ils vont le commercialiser ailleurs, on constate aussi que non seulement il y a un délai dans l'accès aux médicaments, mais aussi, justement, à cause de tout ce dont on a parlé, il y a beaucoup de compagnies pharmaceutiques qui vont prioriser pas juste la commercialisation ailleurs, mais aussi la demande d'approbation. Ils vont faire leur demande dans d'autres pays avant de le faire au Canada. Il y a un retard d'à peu près entre 2 et 4 mois entre le moment où ça va être proposé, envoyé pour approbation dans d'autres pays et au Canada. Donc ça, c'est justement un impact de la complexité et des coûts de commercialiser un nouveau médicament au Canada. Mais tu sais, comme tu en parlais, puis tu sais, je suis quand même bien placé pour le savoir, je travaille beaucoup dans ce domaine-là. Tu sais, si ça coûte 1 milliard juste développer genre une molécule, un médicament, puis qu'au début, il y a 5 ans, ton plan de commercialisation, ça incluait, mettons, 25 pays. Et là, si, genre, en 2025, le même milliard, mais tu peux le commercialiser dans 5 pays parce que tout le monde a adopté des prix trop bas, mais ça prend pas mal plus de temps à rentabiliser ton investissement, donc il va être beaucoup plus lent à arriver dans les pays. Donc, ça crée un impact très négatif pour les personnes de ces autres pays-là. En fait, ça incite même, ça désincite la recherche elle-même. Mm-hmm. Parce que dans le fond, ça vient fausser l'incitation, tout simplement que ça va encourager, par exemple, le développement de génériques, qui est beaucoup plus rapide et moins coûteux à développer. Et ça va faire en sorte que les gens ne sont juste pas intéressés à développer des nouveaux médicaments. Ils vont essayer d'aller plus pour investir dans des valeurs sûres, quoi, plutôt que des nouveaux produits puis des nouvelles molécules. Non, c'est ça, ils vont aller plus développer des maladies extrêmement communes comme le diabète ou des choses de genre, alors que certaines maladies plus rares ou que, tu sais, pour avoir un intérêt avec les revenus de d'autres médicaments. Mais là, si la recherche, t'es pas capable de rentabiliser tes médicaments, puis tu sais, je ne peux pas non plus me porter à la défense des méchantes
pharmaceutique, parler. les méchants riches. Ben Mais oui. la réalité, c'est ça pareil, là, tu sais. Fait que... Ben regardez, je veux dire, on s'entend que la culture est somme toute importante dans l'idée où on se fait une conclusion, c'est comme humble citoyen, à voir les pharmaceutiques comme toutes des Martin Shkreli. Martin Shkreli était un ancien gestionnaire de fonds d'investissement américains et qui était spécialisé dans des entreprises de soins de santé. Alors, ce gars-là agit comme un véritable Shylock, là, pour ne pas utiliser d'autres expressions, et a dopé les prix d'un médicament qui était somme toute très important. Bon, il y a eu plusieurs fraudes, mais évidemment, ce sont des cas particuliers. On s'imagine que l'industrie pharmaceutique, c'est un réseau tentaculaire où on veut faire tout simplement que du profit. Mais en réalité, je veux dire, sans profit, comment veut-on inciter le chercheur? Comment veut-on inciter des compagnies qui, on s'entend, les gens vont penser tout de suite au vaccin ARN messager, peu importe. On peut faire ce qu'on veut dans cette partie-là, mais au final, c'est aussi des pacemakers, c'est aussi le fait que ces mêmes entreprises-là ont permis, de quelque façon que ce soit, augmenter l'espérance de vie de façon quand même somme toute significative. Donc, c'est des trop grands méchants. L'un n'empêche pas l'autre. Essentiellement, l'industrie pharmaceutique, c'est une industrie comme une autre et qui doit avoir un certain niveau de rentabilité pour qu'il y ait de la recherche et du développement. Comme n'importe quelle industrie, on a l'impression que le côté pharmaceutique, ce sont les vilains de l'histoire, tout simplement parce ils jouent avec la vie des gens. Mais il ne faut pas oublier que sans eux, il n'y en aurait juste pas d'innovation pharmaceutique. Et il ne faut pas oublier que les bénéfices pour les patients des innovations pharmaceutiques, ils sont là. Ça augmente la longévité. Donc, si on regarde dans les dernières décennies, si on regarde la longévité, il y a une estimation qui disait qu'environ 35% de l'augmentation de la longévité était due à l'innovation pharmaceutique. Donc, c'est énorme. Si on regarde pour le VIH aux États-Unis, ça monte à 76%. Quand on regarde en oncologie, en Espagne, donc au niveau des cancers, on parle de 96%. L'innovation pharmaceutique, elle est essentielle. Elle est extrêmement importante. Il ne faut pas la démoniser. Oui, il y a des cas extrêmes, effectivement, comme le cas avec l'insuline et tout ça, mais pour la grande majorité des cas, c'est bénéfique pour la population. Mais en même temps, tout à fait. Mais en même temps, pour l'insuline, je pense que ce qui est rarement discuté, c'est que c'est un cas extrême, mais c'est un cas qui est uniquement américain. Je veux dire, si tu vas en Europe, des alternatives ou des producteurs d'insuline, il y en a plus qu'il y a qu'un. Donc, il y a une compétition pour l'insuline et les prix sont beaucoup plus faibles. Aux États-Unis, avec le processus de brevet, puis que tu peux rajouter, si tu modifies ta formulation, tu peux rajouter le brevet, ça fait que l'absence de marché libre pour l'insuline aux États-Unis crée une situation exceptionnelle. Fait que c'est pas, le problème de l'insuline aux États-Unis, c'est pas des méchants capitalistes, c'est qu'il n'y a pas de capitalisme pour l'insuline aux États-Unis. Effectivement, donc c'est pour ça qu'il faut y avoir, on parle ici de protection et de la possibilité de rentabiliser l'innovation, mais effectivement, il y a une limite à ça et il y a un juste milieu à avoir. Donc, peut-être du côté des États-Unis, c'est d'un côté, mais nous, c'est de l'autre. Écoute, on arrive vers la moitié du show. Il y a juste 2 statistiques que je voulais remettre de l'avant qui étaient dans ton article. Donc, parlait que on a peut-être parlé, mais je voulais juste le remettre de l'avant. Mais les médicaments, l'accès aux nouveaux médicaments au Canada, donc, suivant leur lancement mondial en 2018, c'était 46% que ces médicaments-là étaient disponibles au Canada. En 2021, 3 ans plus tard, c'est déjà descendu à 31%. Donc, on voit le recul de l'accès aux médicaments. Puis un autre aussi, puis je veux en parler dans la partie Patreon de Santé Canada, de la FDA, puis de ça j'ai des questions là-dessus. Mais il y a des patients, il y a un écart de quasiment 2 ans et demi, donc quasiment 30 mois, entre l'approbation par Santé Canada et la couverture par les régimes d'assurance publique. Aussi, je trouve ça quand même assez aberrant comme statistique. On pourra en parler de manière plus importante de l'autre côté du Patreon. Mais avant de passer au Patreon, je voulais te laisser la chance. Je te donne une scie à chaîne, une tronçonneuse. Tu fais ta Javier Millet pour les médicaments ou la santé. Donc,
qu'est-ce que tu as foiré en premier dans ce qu'on vient de discuter? C'est quoi la mesure que tu coupes ou que tu modifies pour avoir le plus gros impact au niveau de la santé? Donc, premièrement, je veux parler au niveau canadien, j'enlèverais le programme de PharmaCare. Parce que le programme de PharmaCare, ce qu'il fait, c'est qu'il risque de réduire l'accès aux médicaments. Entre autres, à travers le même mécanisme dont on a parlé un peu plus tôt, le fait que si c'est pas couvert par les régimes d'assurance, il n'y a plus de marché. Donc, il y a ça, entre autres. Il ne faut pas oublier que la majorité des Canadiens sont couverts par une forme d'assurance privée. Et donc, le fait d'essayer de restreindre ça avec un programme PharmaCare qui serait commun à tout le monde, sans tenir compte des différentes couvertures que les Canadiens ont déjà. Donc ça serait quelque chose à enlever. Parfait. Fait qu'écoute, on va en parler plus en détail dans le Patreon. À moins que Francis ait quelque chose à dire avant de passer au Patreon. Ça va aller dans le Patreon. C'est une petite question du champ gauche, style, on se déboutonne la ceinture un petit peu parce qu'on a trop mangé. Fait que ça va être dans le Patreon. Je veux pas mettre Emmanuel dans un point qui n'est pas prêt dans la partie publique. Pour faire notre propre promotion, nous sommes toujours sur Substack. Pour les 3 Afuera, on publie, Serge, Francis et moi, des papiers croustillants, devrait-on dire. 90-10, 95-5, là, mais... Écoute, un article de Serge vaut l'équivalent de 1000 de moi. Mais on est sur Spotify, on est sur, bien sûr, YouTube, et Yann et Frank sur le Patreon, donc Patreon /i Sénéchal. Donc on se retrouve dans la partie Behind the Paywall.